Bonsoir, bienvenue au Palace, bienvenue au cinéma. On est heureux de vous accueillir ce soir pour le lancement de cette nouvelle saison de Club 35. Chaque mois, on vous propose un classique du cinéma, la plupart du temps en version en copie 35 mm. Ce soir, on vous présente Les 12 salopards de Dirty Dozen de Robert Aldrich, film de 1967. Pour présenter le film, d'habitude, on a un duo. Aujourd'hui, il est tout seul. C'est Jean-Pierre Hersker qui est historien des techniques du cinéma. Jean-Pierre, tu peux me rejoindre. Donc d'habitude, il y a Fabrice Duels qui a une bonne excuse et présentait son nouveau film à la Mostra de Venise hier. Il en présente un autre demain au festival L'Étrange Cinéma à Paris. Et donc, on va lui pardonner cette fois-ci. Il sera là la fois prochaine. Jean-Pierre, The Dirty Dozen, film de 1967, Robert Aldrich. C'est un film qui arrive déjà tard dans sa carrière, puisqu'il a déjà fait 16 longs métrages avant celui-ci. C'est un film qui va être un très grand succès, c'est un classique du film de guerre, mais comme d'autres films de sa filmographie, c'est un film qui va rompre un peu, qui va casser les codes du genre, puisqu'ici c'est un classique du film de guerre, mais il fait des choses un peu différentes de ce qu'on fait d'habitude dans les films de guerre. Oui, exactement. Mais ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup de mal à parler du fond des œuvres. Alors, ce que je peux vous dire par rapport à Robert Aldrich, c'est qu'effectivement, il va rompre avec les codes conventionnels. Et Aldrich a une particularité, c'est qu'il préfère mettre en avant la psychologie des personnages plutôt que le côté spectacle du cinéma. Alors, c'est son deuxième grand film de guerre. Et plutôt que de faire comme tous les autres réalisateurs qui abordent le sujet, je pense à Franklin Schaffner avec Patton, à Ken Anakin avec La bataille des Ardennes, ou à d'autres réalisateurs qui ont réalisé Un pont trop loin plus tard, ou le Paris brûle-t-il, ou Le jour le plus long, etc. Tous ces films ont été tournés avec une finalité écran large. Ce sont des films en cinémascope, où le spectacle de la guerre, c'est pas le moment d'en parler, effectivement, c'est pas un sujet drôle, mais le cinéma, c'est une industrie financière. Et donc, lorsque l'on aborde le thème de la guerre, il faut que ce soit spectaculaire. Eh bien, Aldrich ne veut pas cela. Aldrich va opter pour un format d'image qui ne met pas en valeur le spectacle, mais les situations des hommes dans la guerre. Et Spielberg, plus tard, avec Le soldat Ryan, va reprendre cette même philosophie. Et donc, pour cela, il fallait, ce soir, au Club 35, organiser une projection originelle. Alors là, je voudrais en dire deux mots. Eric, si tu es d'accord ? Je suis d'accord. Alors, donc, Robert Aldrich est à la MGM. On est en dehors de la période de la guerre des formats où les majors imposent un format de prise de vue et de projection. Il a carte blanche. Aldrich a carte blanche. Et il va opter pour un format qui ne perturbe pas notre regard. Si je vous projette un film en cinémascope sur l'écran qui se trouve derrière nous, et c'est d'ailleurs une des particularités du Palace, on va en reparler dans quelques instants, si je projette un film en cinémascope, vous allez être perturbé, distrait parfois, car vous allez devoir analyser le contenu de l'image. Que se passe-t-il à droite, au centre, à gauche? Ça tire d'un côté, le son est de l'autre côté, etc. Eh bien, cela perturbe l'analyse du récit. Et Robert Aldrich ne voulait pas cela. Alors, pour pouvoir projeter ce film dans la forme voulue par Robert Aldrich, il fallait un ensemble de conditions. Une des conditions, c'est projeter en pellicule. Ok, ça semble simple, c'est tout sauf simple. C'est quelque chose d'immensément complexe. Il ne suffit pas d'avoir un projecteur 35 et de charger une bobine pour se dire vous allez voir le film dans la forme originelle. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Alors ici au Palace, aujourd'hui, on fête le 3e anniversaire du Club 35, où nous avions commencé avec un film d'Hitchcock de 1932, Rich and Strange. Et pour ce premier film, figurez-vous qu'il fallait adapter l'installation de projection. C'était un format tout à fait particulier. Et donc, en collaboration avec la direction et avec l'équipe technique du Palace, Lorraine Glasson, qui est d'ailleurs au fourneau aujourd'hui, nous avons conçu l'installation de projection du Club 35 afin de pouvoir présenter les films dans leur forme originelle. Ça semble simple, je me répète,
Ce n'est pas simple du tout. Il existe une multitude de systèmes images, une multitude de systèmes sonores, et le Palace est, je vais vous dire, je ne suis pas payé pour vous dire ce que je vais vous dire, mais c'est la seule salle à Bruxelles où il est possible de voir un film en 35 mm dans la vraie forme originelle. On a eu des expériences très compliquées avec Oppenheimer, où le son était séparé du film, et donc c'était très compliqué à installer. Le sous-titre était séparé. On a projeté ici L'homme qui en savait trop d'Hitchcock en son dimensionnel. On a projeté Duel dans le Pacifique avec un son stéréophonique multicanaux. C'était une copie Technicolor. C'est peut-être un peu du chinois tout ça, hein, mais croyez-moi, c'est exceptionnel. Alors, c'est grâce à qui? Grâce à quoi? Eh bien, c'est grâce à un intérêt que j'ai depuis 50 ans dans la recherche de la forme originelle des œuvres. Et je me suis rendu compte, au fil du temps, 50 ans, hein, je vous assure, même plus, donc je commence à vieillir un petit peu, et je me suis rendu compte que les films n'étaient pas présentés correctement dans beaucoup de salles. Et je me suis intéressé aux raisons pour lesquelles les films ne sont pas présentés correctement dans la plupart des salles. Alors, ici au Palace, en collaboration avec l'équipe technique, on s'est dit, on ne veut pas cela. Ça doit être juste. D'où mon grand intérêt, d'où ma joie aussi de me retrouver parmi vous ce soir. Et ce soir, il se passe quelque chose de particulier. C'est que j'ai compté, j'ai prêté 17 copies au Club 35. Donc ces copies, depuis 3 ans, 17 films dans des formats exceptionnellement rares. Et j'ai souvent eu les copies uniques de ces films par amitié avec les distributeurs ici à Bruxelles. Eh bien, je dois cette approche de la recherche menée avec beaucoup de rigueur, croyez-moi, je dois cela à un ami qui s'appelait Yves Brasseur. Il est décédé, ses héritiers sont ici. L'héritier principal, c'est Frédéric Bastin. Je ne sais pas où il est dans la salle, je sais qu'il est là. Et il a hérité d'une collection d'un chercheur, d'un historien, d'un ingénieur technicien, grand pédagogue. Et il y a 50 ans, je le connais depuis 50 ans, et c'est lui qui m'a initié à cette recherche menée avec beaucoup de rigueur. Et il a commencé une collection de films dans des procédés rarissimes. Et aujourd'hui, cette collection est entre les mains de Frédéric Bastin, et c'est avec beaucoup de rigueur aussi qu'il perpétue le fruit de toutes ses recherches. Et donc la copie que vous allez voir ce soir, c'est sa copie aujourd'hui. C'est une copie qui a été offerte par la Metro-Goldwyn-Mayer à l'époque où la Metro-Goldwyn-Mayer ne donnait pas les copies dans les archives, soit à Bruxelles ou dans le monde d'ailleurs. Les grandes majors ne déposaient pas les copies, ça n'avait pas de sens, puisqu'on pouvait y accéder en contactant le distributeur. Ce ne sont pas des détails, ce que je vous dis là. Vous allez comprendre l'importance de cette démarche. Et donc, la Metro-Goldwyn-Mayer, après quelques années d'exploitation, détruisait les copies. Elles ne sont plus en état d'être distribuées. Et c'est grâce à l'amitié de M. Brasseur avec le directeur de la MGM que quelques copies rarissimes dans leur forme originelle ont été préservées. Quelques années après, la situation allait radicalement changer. Et au milieu des années 70, les copies Technicolor par exemple, étaient hors distribution et des nouvelles copies venaient des États-Unis en Eastman Color. Ce ne sont pas des détails. Les copies en Eastman Color ne résistent pas autant par rapport aux couleurs. Et donc, lorsque les majors ont commencé à déposer leurs copies dans les cinémathèques du monde entier, et les majors déposaient des copies qui, 10 ans après, 15 ans après, perdaient leur couleur. Vous n'avez donc plus accès à la forme originelle. Alors la copie que vous allez voir ce soir a donc été préservée par intérêt. Le directeur de la MGM a déposé quelques copies chez des chercheurs, chez des historiens. C'est une de ces copies que vous allez voir. Donc nous allons un jour rendre hommage à Yves Brasseur, pas aujourd'hui, mais je voudrais quand même remercier Frédéric Bastin, qui est aujourd'hui l'héritier de cette collection. Le film a donc été, à l'époque, tourné dans un format image particulier. J'ai découvert 3 versions différentes des 12 salopards.
Je sais qu'à la Cinémathèque française, par exemple, ils ont une copie, mais ce n'est pas le format image exact. C'est une copie en Eastman Color, elle était rouge. Il existe des copies presque en scope, c'est pas ce que Robert Aldrich voulait. J'ai fait une recherche, évidemment, je fais ça depuis un demi-siècle, et la copie que vous allez voir ce soir, c'est le vrai format que la MGM exigeait auprès d'Aldrich. Donc on va se retrouver en 1967 dans les mêmes conditions qu'à l'époque. Le film a été réalisé, tourné en Métrocolor. Le Métrocolor, c'était le fait que Eastman Color était tombé dans le domaine public, et donc n'importe quel major pouvait lui donner le nom qu'il voulait. Il existe des films en Warner Color, en Columbia Color, en Métrocolor, mais pour conserver intact le procédé Métrocolor, il fallait tirer les copies sur des pellicules Technicolor à imbibition. Et ces copies-là sont aujourd'hui quasi inexistantes, introuvables. Donc vous allez assister à quelque chose de tout à fait particulier. Je dis cela souvent, après ça j'ai presque terminé, Eric, donc je sais que je suis un peu bavard, mais en fait, ma démarche, lorsque je me retrouve au Club 35, c'est de dire, vous vous installez dans la salle, la projection commence et vous voyez le film exactement comme le réalisateur l'a voulu au moment du tournage du film. Et je trouve ça incroyablement précieux. Et je me répète, je ne suis pas payé pour vous dire ça. On lui offre quand même des bières de temps en temps. Mais... Voilà. Jean-Pierre, merci beaucoup. Peut-être un mot par rapport à la prochaine séance, mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors le 3 octobre, nous allons découvrir aussi une copie tout à fait exceptionnelle. Ce sera chaque fois le cas. Non, mais c'est la raison d'être du Club 35. C'est une copie 35 mm en Panavision noir et blanc. Seuls sont les indomptés, Lonely Are the Brave, et c'est une copie quasi neuve. C'est un film de 1962. Il est impossible aujourd'hui de trouver des copies de 1962 neuves. Eh bien, si. Je vais dire collectionneurs, mais c'est un mot que j'aime pas. Quelques indomptés. Quelques indomptés, ça c'est sûr. Quelques personnages dans le monde entier s'intéressent au même sujet que moi, en fait. Je ne suis pas le seul. Moi, j'ai appris ça chez Brasseur il y a quelques années. Et donc, nous étions conscients de la valeur archéologique de ce type de patrimoine. Il faut conserver ça. Mais on est très peu nombreux à avoir cette démarche. Et aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est que cette collection aura servi à quelque chose. Elle a servi à enseigner. J'ai enseigné 30 ans à l'INSAS. Elle a servi à alimenter la programmation de la Cinémathèque française, par exemple, un peu, mais dans des cas particuliers. À Bologne aussi, certaines copies sont exceptionnellement rares et sont présentées dans des grands festivals comme Bologne. Et voilà. Et donc, Seuls sont les indomptés, c'est le meilleur film de Kirk Douglas. Il prétend d'ailleurs avoir co-réalisé le film. C'est un scénario de Dalton Trumbo avec une superbe musique de Jerry Goldsmith. Mais redécouvrir ce film 40 ou 50 ans après, exactement comme à l'époque, c'est quand même exceptionnel. Et j'aime autant vous dire, et après ça j'arrête, quand je revois ces films en numérique, en DCP, je ne retrouve pas l'atmosphère de l'époque. Je ne retrouve pas le climat particulier des systèmes de couleurs. Le numérique, c'est autre chose. Un film tourné en numérique doit être projeté en numérique. Je n'imagine pas l'inverse. Mais lorsque je revois aujourd'hui un film tourné en pellicule et projeté en numérique, moi, ça ne me plaît pas du tout. Bon. C'est aussi l'occasion aujourd'hui de rendre hommage à Donald Sutherland qui nous a quittés il y a une quinzaine de jours. Et la fois prochaine, donc on aura aussi dans Seuls les indomptés, il y a Gena Rowlands qui est décédée il n'y a pas longtemps non plus. Donc c'est une manière aussi de leur rendre hommage. On va regarder le film. Hein. Oui, Gena Rowlands joue un petit rôle dans Seuls sont les indomptés, mais un rôle extrêmement important dans l'histoire du film. Donc c'est très très intéressant de la revoir. On racontera ça la fois prochaine, Jean-Pierre. Merci en tout cas pour votre fidélité au Club Bonne 35. séance, bon film.